Pour ouvrir cette quatrième table ronde consacrée à la conjoncture internationale, je demande de me rejoindre sur cette tribune à Ulrike Guérot, à Gilles Kepel, à Thierry de Montbrial et à Christophe de Maistre, en leur demandant de venir rejoindre leur place. Et je vous demande de les applaudir. Bien, je souligne tout de suite que nous avions un quatrième expert qui était annoncé, François Julien, qui malheureusement nous a fait savoir ce matin qu'il était souffrant et qui nous a évidemment demandé de vous transmettre ses excuses les plus plates. Madame, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. La crise financière revêt une telle ampleur qu'elle finirait presque par nous faire oublier que la planète ne tourne pas exclusivement selon cette horloge et selon le rythme de cette horloge. Et si évidemment l'économie, ce qui ne date pas d'hier, influence de façon majeure et interagit de façon croissante avec les relations internationales, bien sûr, celles-ci ont leur propre dynamique. De cet écheveau, vous allez nous aider à démêler les fils complexes. Ulrike Guérot, vous êtes la représentante pour l'Allemagne de l'European Council on Foreign Relations. Nous avons évoqué ce matin le couple franco-allemand sur le plan économique. Votre diagnostic est évidemment très attendu sur le plan politique. Venu il y a 2 ans, je crois, aux États de la France, vous nous aviez surpris par la sévérité du jugement que vous portiez sur la politique de votre propre pays. 2 ans de crise plus tard et un certain nombre de sommets franco-allemands de plus, après, vous nous direz si votre jugement reste le même. Gilles Kepel, pour vous rencontrer en ce moment, il faut vous saisir entre 2 avions, destination évidemment Maghreb, Proche ou Moyen-Orient, ou provenance Maghreb, Proche ou Moyen-Orient. Vous êtes professeur à Sciences Po, mais vous connaissez souvent personnellement la plupart des grandes voix du monde arabe, celles-là même que les révolutions de l'année écoulée se sont fait succéder au pouvoir. Il est fort à parier qu'elles n'ont pas encore fini de vous donner du travail pour les semaines et les mois qui viennent. Vous nous direz si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Thierry de Montbrial, les États de la France sont heureux de vous accueillir à nouveau. Vous êtes fondateur et directeur général de l'Institut français des relations internationales et à ce titre, vous êtes une des figures, sinon peut-être la figure française la plus connue hors de l'Hexagone sur les questions de géopolitique. C'est l'image globale des équilibres et des déséquilibres que vous renvoie la planète en ce moment que vous allez nous faire partager. Nous allons très vite vous entendre, Madame, Messieurs, mais avant, toujours selon la tradition que nous respectons à la lettre jusqu'à la dernière minute, je demande à Christophe de Maistre, président de Siemens France et donc partenaire ancien, en tout cas pour Siemens, pour lui plus récent, d'ouvrir ce débat sur la conjoncture internationale. Merci beaucoup. Pour moi, c'est la première édition et je voulais d'abord remercier Denis de me confier cette table ronde, enfin la présidence de cette table ronde en ce qui concerne l'international. A priori, j'aurais sans doute un œil un peu décalé, c'est pour ça que je me réjouis de ce débat. J'ai passé effectivement 16 ans à l'étranger, donc je reviens de 11 ans de Chine, et donc je serai sans doute un tout petit peu décalé, et je suis très heureux de pouvoir effectivement avoir le commentaire éclairé de spécialistes sur les mutations. Je voudrais juste vous dire quelques mots sur ma propre perception depuis février de retour dans mon pays, après l'avoir un peu abandonné et l'avoir vu uniquement pendant les quelques jours de vacances que je passais dans ce beau pays. Je suis quand même très, très frappé par la morosité ambiante. Vraiment, c'est une sorte de sclérose des décideurs. Tout à l'heure, Christian le disait, il y a une sorte de jeu de rôle, une sorte de rigidité, de lenteur. Je suis absolument frappé par rapport à des environnements que je connaissais, dans un dynamisme ambiant fulgurant, la rapidité de mise en exécution en Chine ou ailleurs. Et là, à chaque fois, on m'explique que finalement, ça prend beaucoup de temps et c'est normal, il faut que je m'en accommode. Et je dirais aussi, d'une manière assez générale, je suis assez frappé aussi, et je vous fais part un peu de mon expérience, en revenant de mon propre, faisant part de ma propre expérience, c'est ce manque de pragmatisme français, ça a été décrit tout à l'heure. Alors je dirais que ça, c'est peut-être un mal particulier, c'est qu'on cherche toujours l'absolu, au lieu de faire la solution un peu très, très américaine, du try and fail, c'est que finalement on essaye, on corrige, mais en permanence on a l'impression qu'il faut chercher la solution idéale,
Si on n'a pas trouvé la solution idéale, on fait plutôt rien et on attend. Donc tout ça, ça crée un sentiment de conservatisme. Et c'est d'autant plus dommageable que si vous regardez maintenant d'un œil extérieur le pays, l'Europe, la France, c'est quand même le plus beau pays au monde. C'est quand même le pays où tout le monde veut aller, que tous les Chinois nous envient. Ils viennent par millions, ils voudraient venir par centaines de millions s'ils pouvaient. C'est quand même un endroit incroyable avec des talents fantastiques, des individualités incroyables que je rencontre tous les jours dans mon entreprise, mais ailleurs aussi. Je dirais que c'est assez... Ce déséquilibre est finalement tellement frappant, on se demande vraiment quels sont les ingrédients, quels sont les éléments qui ont conduit à cela. Et je suis pour l'instant sans réponse. Alors je me bats, moi, en interne, dans ma propre entreprise, pour essayer d'insuffler un langage de vérité, de transparence, faisant comprendre qu'il y a possibilité de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais j'ai du mal de temps en temps à trouver écho. Je pense que c'est pas qu'ils ne croient pas, c'est qu'on leur a raconté sans doute tellement de choses, ou je sais pas, ils sont tellement frappés par ce qui se dit tous les jours dans les médias. Pour vous dire, moi, quand j'étais en Chine, je n'écoutais même plus les médias français, tellement j'étais désespéré d'écouter à chaque fois ce qu'ils racontaient. Donc, moi, les questions que j'aurai, ce sera finalement sur cette crise, que j'appellerai pas une crise, c'est une mutation. Certains pays ont su peut-être plus facilement s'adapter. Est-elle seulement économique ou elle est, comme l'était dit tout à l'heure, plus spirituelle? Est-ce qu'il y a d'autres forces qui vont rentrer et va créer un déséquilibre? Ça sera une question pour moi. Et puis peut-être plus particulièrement en ce qui me concerne, parce que je suis dans un groupe allemand à l'origine, dirigé par un Autrichien, ce qui fait une grosse différence d'ailleurs. Et est-ce qu'on est plus proche du divorce allemand ou finalement d'une véritable refondation que moi j'appelle personnellement de mes voeux, mais je ne sais pas si elle va venir. Il y a des sommets tous les 2 jours, donc c'est difficile de suivre l'actualité, mais je crois qu'il s'en est fait un là, hier. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse de savoir et d'obtenir un éclairage particulier aujourd'hui. Alors Christophe, on aura besoin de vous aussi à plus d'un titre, car nous comptions évidemment sur François Julien, qui est un spécialiste unanimement respecté de la Chine. Ça n'est pas parce qu'il n'est pas là que nous n'allons pas parler de la Chine. Alors nous avons la chance d'avoir Christophe, qui est un bon connaisseur de ce pays, et puis je pense que nos 3 experts aussi ont un certain nombre d'idées sur ce pays et sur les rapports que nous pouvons entretenir avec lui qui permettront d'alimenter le débat. Dernière intervention de Ludo van der Heyden. D'abord, la synthèse internationale, la feuille de route, la synthèse et la feuille de route, puis ensuite on tirera une conclusion de l'enquête initiale. Alors d'abord une grande surprise, c'est le fait que dans l'international, la France se porte le mieux. Donc ce qui sort du questionnaire, c'est que tant qu'on se frotte, qu'on se confronte à l'international, les choses vont bien. Alors on peut se poser, est-ce que c'est un biais du fait que quand même 75% des répondants sont internationaux comme anciens étudiants et managers, ou simplement que les règles du jeu à l'international sont complètement différentes? Et je vais simplement poser les 4 questions en rappelant le modèle des 4 énergies. C'est-à-dire, pour performer, pour être bon dans les résultats à l'international, il ne suffit pas d'être bon dans son village ou bon dans sa province. Donc il faut être bon de manière internationale. Deuxièmement, on peut être très bon en France, en Angleterre. Un des faits, c'est que tous les détaillants, quand ils vont à l'étranger, font moins bien que chez eux. Donc c'est plus difficile de réussir à l'étranger que de réussir chez soi. Donc il faut plus d'intelligence, de compétences et de talent. Troisième énergie, l'émotion, l'intelligence émotionnelle, la capacité de changement. Je l'ai dit, pour réussir à l'international, il faut pouvoir s'adapter à un autre monde. Donc on ne peut pas imposer. Et finalement, le score le plus élevé dans le questionnaire, c'est l'esprit de la France dans l'international, qui est de loin le plus grand score. Donc quand la France va à l'étranger, elle va avec un esprit de conquête et d'ambition, et peut-être quand elle est chez soi, elle est peut-être suffisante, ça peut aller, et puis les Italiens ou les Grecs font bien moins bien. Donc je crois que les 2 contextes, à l'international et en France, sont complètement opposés. Pour réussir aux Jeux Olympiques, bon, il faut être bon et se mesurer au meilleur dans le monde. Et ce qui est bien dans ce commentaire, c'est que ceux qui le font réussissent. Donc il n'y a pas du tout ce commentaire que les Français ne sont pas capables. En fait, quand on les confronte à l'international, ils réussissent très bien. Il n'y en a peut-être pas assez. D'où la question, la crise qui vient de l'extérieur, est-ce que ce n'est pas aussi l'opportunité
de grandement ouvrir la France à l'international et d'amener les grands vents de l'extérieur pour faire un grand coup de tempête à l'intérieur. Alors, feuille de route qui s'affiche là sur l'international, on a un certain nombre de thèmes. Alors, on est très dans l'univers business, hein, normalement. Oui. Alors même là, quand même, le commentaire d'abord, c'est bien sûr business. On ne va pas répéter les mécanismes de stabilisation, c'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne déjà. C'est stabilisation, c'est même pas performance. Renforcement de la coopération, à nouveau c'est l'international, c'est les trois domaines, économique, politique, social. Renforcer la coopération avec l'Allemagne d'abord, ensuite avec l'eurozone, et puis ensuite peut-être avec la Grande-Bretagne aussi. Enfin, les différences ne sont pas très grandes, mais il y a quand même une graduation. Et les 27, ce n'est pas le sujet du moment. Pour être performant à l'international, il faut bien sûr avoir une maison France qui est en bon ordre de marche. Donc ça, c'est l'autre côté, c'est les yin et les yang, si vous voulez, de ce fonctionnement à l'international. Ça, c'est des sujets qu'on a abordés depuis ce matin. Et puis, ne pas hésiter à montrer les performances de la France en termes de contribution sous les différents États, et bien sûr, son industrie qui est très respectée à l'étranger. Bien, merci Ludo. On en est maintenant venu à la synthèse des synthèses de cette enquête INSEAD. Quelle est, in fine, quand tout est retombé, l'image finale que renvoie de la France ton enquête et ton étude? Bon, alors le mauvais message, mais qui est la perception, et peut-être perception aussi réalité, c'est que, disons la mauvaise nouvelle, c'est que le score est moyen. C'est pas qu'on est bon, c'est que vraiment les scores sont trop moyens, sauf à l'international. Donc ça, c'est les deux France dont vous allez discuter dans cette table ronde. Alors ce que je dirais simplement, c'est que cette dissymétrie ne peut pas continuer. Ça, c'est l'idée qu'il faut égaliser les scores en interne avec les scores en externe. La question n'est pas tellement de est-ce que la France a les talents et les compétences, elle les a, donc les compétences, les performances objectives, elles sont là. Mais pour en tirer un plus grand bénéfice, il y a ces compétences plus larges qui sont des compétences d'esprit, de conquête, d'ambition. La distinction entre l'esprit et l'émotion, c'est que l'émotion m'appartient, l'esprit, c'est pour l'autre. Donc la France doit retrouver une compétence, disons, de l'autre, une mission, une vision, et en même temps, mieux gérer l'autre. Et donc c'est ces deux domaines qui ne sont pas les compétences traditionnelles cartésiennes rationnelles, mais qui sont les intelligences émotionnelles et les intelligences d'esprit que la France doit retrouver et sans doute et certainement a perdu. Et ça, c'est la crise, donc, donne cette opportunité de retrouver un appel à l'esprit et une attention à l'autre. Parce que c'est l'autre, dans le sens de Camus, l'étranger, qui va nous sortir quelque part de nos difficultés. Donc l'esprit s'essouffle de l'intérieur, mais vibre à l'international. Donc ouvrons grand et large l'étranger, l'Europe, le monde, et on peut réussir. Merci beaucoup Ludo van der Heyden. Nous avons maintenant joué un peu le rôle d'appetizer sur cette étude. Je vous engage très vivement à la lire. Évidemment, tout ce que nous a dit Ludo était passionnant, mais qui est tout petit bout de l'iceberg que je vous invite à regarder en détail. Bien, nous rentrons dans le débat, même structure. D'abord, on va essayer de déterminer les grands enjeux de 2012, et puis ensuite, les grands enjeux d'un quinquennat réussi sur le plan de la politique internationale. La première question, qui est très liée à tout le sujet qui nous a servi de fil conducteur, qui s'imposait de lui-même, qui était évidemment la crise économique, la crise financière. La question que je vais vous poser à tous les trois, en quoi cette crise économique est-elle en train, le cas échéant, de bouleverser les équilibres géopolitiques, de changer la manière d'aborder les relations internationales, peut-être les forces, les rapports de force, les bousculer, peut-être la façon de gérer les crises. À quel point se trouve le contact entre le domaine économique et financier d'un côté et la géopolitique de l'autre? Thierry de Montbrial, vous voulez bien ouvrir cette question? Bien, je vous remercie. Tout d'abord, il faut inscrire cette question dans le cadre de ce qu'on appelle la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est un changement de nature, pas seulement de degré, dans l'interdépendance. C'est-à-dire que le système international est devenu complexe.
complexe au sens mathématique du terme. Qu'est-ce que c'est que la définition la plus simple, si j'ose dire, de la complexité? C'est la non-proportionnalité des causes et des effets. C'est-à-dire que des petites causes, même des causes infimes, peuvent avoir des effets non prévisibles. C'est un petit peu, si vous voulez, c'est le syndrome, le syndrome du battement de l'aile des papillons. Et la seule manière de gérer un système complexe, c'est d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le vocabulaire politique courant, une bonne gouvernance. Or, nous n'avons plus de gouvernance. Nous n'avons qu'une très mauvaise gouvernance, que ce soit au niveau mondial ou même au niveau européen. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, c'est que cette complexité, elle est à la fois dans l'ordre politique et dans l'ordre économique. Dans l'ordre économique, par exemple, l'éclatement d'une bulle, c'est comme un tremblement de terre. Je veux dire par là qu'on peut prévoir les causes profondes des tremblements de terre, dans la tectonique des plaques. On sait qu'il y aura des tremblements de terre, on sait à quel endroit se produiront les tremblements de terre, mais aujourd'hui encore, dans l'état actuel de la science, des sciences de la Terre, on ne sait toujours pas, même 5 minutes avant, prévoir un tremblement de terre ou un tsunami. Et c'est pareil pour l'éclatement d'une bulle. On sait qu'une bulle finira par exploser, mais on ne sait pas quand et comment ça se produira. Pareil dans l'ordre politique. Toutes ces discussions sur on aurait pu, on aurait dû prévoir que, etc., sont des discussions ridicules. Bien sûr qu'on sait que tous les régimes autoritaires finissent par tomber, que les révolutions se produisent, etc. Mais qui, aujourd'hui, dirait, par exemple, quand se produira l'effondrement du régime de la Corée du Nord? Et je peux vous dire que le jour où la Corée du Nord s'effondrera, tout le monde dira on aurait dû le prévoir. Qu'un malheureux Simmol au centre de la Tunisie, que ça finisse par tout ce qu'on a vu, est une illustration parfaite de ce dont je suis en train de parler, la notion de complexité. Et enfin, j'ajouterai sur le plan économique, j'ai été professeur d'économie pendant très longtemps, aucun des économistes, prenez les économistes les plus célèbres, soit qu'ils soient morts récemment comme Samuelson ou beaucoup des prix Nobel des dernières années, pensaient que la question fondamentale de la croissance avec plein emploi, sans inflation, etc., était résolue. L'idée qu'une crise comme celle qui nous menace depuis 3 ans soit de retour était impensable. Et il y a un désarroi profond aujourd'hui parmi les économistes qui est un désarroi durable. Donc tout cela est entremêlé parce qu'un incident dans l'ordre économique peut avoir des conséquences énormes dans l'ordre politique et vice-versa. Alors je conclurai parce que ça, je crois que c'est le premier round. Et donc je conclurai cette première tranche, si j'ose dire, en disant que pour quelqu'un comme moi, qui suis plongé dans les affaires internationales depuis 1973, très précisément, je n'ai jamais vu, évidemment, une situation de ce genre, avec des risques considérables. Et je pense que l'Europe pourrait, je dis bien l'Europe, pas seulement l'euro, pourrait éclater. Je ne dirais pas qu'elle éclatera, mais aussi des opportunités extraordinaires. Parce que si on arrive à retomber du bon côté, eh bien, ce sera un nouveau départ. Très bien. Ulrike Guérot, même question. Quelles sont les conséquences politiques les plus visibles ou les risques les plus visibles attachés à cette crise économique? Je pense qu'en fait, la conséquence la plus visible, c'est qu'il n'y a plus de politique. Parce que je pense qu'on a perdu le primat de la politique, et en politique extérieure comme en politique intérieure. Je pense qu'on peut oser la thèse qu'on est passé en fait d'une centenaire de géostratégie en géoéconomie, quitte à passer maintenant de la géoéconomie à quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler la géotechnologie, parce que la question de demain, c'est évidemment si la Chine peut couper nos ordinateurs ou si nous, on peut couper les ordinateurs de la Chine. Donc les prochaines guerres se feront sur l'Internet, cyberwar et tout ça. Donc je pense qu'on est en train de voir des séquences très vite de géostratégie, en géoéconomie et en géotechnologie demain. Pour l'Allemagne, je dirais que c'est justement le problème aujourd'hui, que l'Allemagne est devenue un pouvoir géoéconomique, mais a perdu ses capacités et ses ressources d'être un pouvoir géostratégique s'il était un pouvoir géostratégique à un moment donné. Hein. Mais ça explique comment l'Allemagne peut dominer l'Europe sur une position économique, mais ne peut pas faire la Libye. Hein. Donc, pour être très bref là-dessus.
Je pense que évidemment ça complique les choses parce que ce qu'on voit, je vais être vite là-dessus, mais je pense qu'on voit d'ailleurs une espèce de rémercantilisation du système international, c'est-à-dire on est en train de substituer trade policy par la politique extérieure par du politique de commerce. Hein. Au moins c'est ce qui fait l'Allemagne, parce que notre politique par rapport à la Russie, à la Chine est largement dominée par la politique commerciale et pas vraiment en fait des éléments de value-based foreign policy, d'une politique extérieure basée sur des valeurs ou sur des intérêts stratégiques et tout cela. Donc, en fait, c'est plutôt la politique qui suit les traits de commerce, et c'est ce que j'appelle justement un remplacement d'un paradigme géostratégie par géoéconomie aujourd'hui, et où je dis que pour l'Allemagne, on peut la prendre en exemplaire. Je pense que la crise économique nous pousse aussi, encore une fois, perte du primat de politique en politique extérieure, à une présidentialisation ou alors une exécutivisation de la politique extérieure, c'est-à-dire qui se joue de plus en plus sans légitimation parlementaire et nationale. Quand je dis ça, je veux dire la politique extérieure aujourd'hui, c'est largement G2, G8, G20. Tout ce système global manque grossièrement de toute accountability parlementaire, et donc on voit un nouveau disconnect entre les majorités internes de nos populations pour ces politiques et l'administration du système global. Et cette disconnexion est dominée par des intérêts économiques, mais de moins en moins compris justement dans les nations, parce que tout le monde revient d'un G8, G20, doit expliquer ce qui s'est passé, et la population ne suit pas. Je pense que le dernier mot sur cela, je pense qu'on est aussi en train de vivre ce qu'on pourrait appeler une médiabilisation de la politique extérieure, c'est-à-dire qu'on réalise que les États, c'est peut-être plus les acteurs les plus importants aujourd'hui en politique extérieure, mais par exemple des compagnies, Siemens, Gazprom, Nestlé. Quand je dis Nestlé, toutes les méchancetés entre land grabbing, qui occupe les terres d'Afrique, à quelle fin, tout ça. Donc tout ça, c'est des nouvelles questions qui rappellent beaucoup plus un système, je dirais, des Médicis dans le 16e Moyen-Âge, siècle, ou alors ce qu'a fait the British Indian Commerce Company au siècle dernier, où en fait les grandes entreprises, souvenez-vous, avaient leur propre monnaie, très souvent donnée par le roi, avaient après aussi leur sécurité, leur système de sécurité. Ça me rappelle par exemple toutes les discussions qu'on a aujourd'hui sur les pirates dans le corps d'Afrique. Est-ce que c'est vraiment la Bundeswehr qui doit protéger nos bateaux de commerçants ou pas? Enfin, donc, je veux dire, on a une médiévalisation aussi des thèmes en politique extérieure qui sont grosso modo tricotés autour du sujet des ressources. Hein. Donc, en fait, c'est le discours sur Global Wealth Distribution, sur la redistribution mondiale des ressources, qui domine d'une manière très économique nos discours en termes de politique extérieure. Donc, c'est mon argument, on est en train de perdre un argument stratégique sur la politique extérieure, et c'est ça le change of paradigms. Excusez-moi mon français. Mais il est excellent. Gilles Kepel, on viendra dans le détail sur les révolutions arabes, mais toujours dans la lignée de la première question que nous partageons ici. Est-ce que c'est obscène de dire qu'il y aurait un lien entre les révolutions arabes et la crise économique et financière que nous vivons depuis 3 ans? Est-ce qu'il y a un rapport, ou est-ce que vraiment, là, je pousse trop loin le bouchon? C'est pas du tout obscène, non, au contraire, c'est presque pornographique. C'est encore meilleur. Il y a un lien évident. S'il n'y a plus d'argent en Europe, entre autres choses, et aux États-Unis, c'est aussi parce que l'argent se trouve aujourd'hui dans les empires manufacturiers. Vous avez parlé de la Chine tout à l'heure, et également dans les pays exportateurs de pétrole. Et nous avons vécu, je parle là sous le contrôle de notre grand maître à tous, Thierry de Montbrial, au cours des dernières décennies, probablement dans toute l'histoire, depuis la préhistoire, bon, Thierry n'était pas encore né, le plus grand transfert de ressources d'une partie à l'autre du continent en dehors d'une période de guerre, tu es d'accord? C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et le monde arabe se trouve, en particulier dans sa partie productrice de pétrole, qui est principalement la péninsule arabique, mais pas exclusivement, au cœur de ce changement tectonique, si vous voulez.
Et on a un système aujourd'hui dans le monde arabe qui est en crise très profondément, en crise interne parce que c'est un système qui a survécu en faisant fonctionner des régimes autoritaires, qui est passé à travers les grandes vagues de démocratisation qui ont étendu le modèle démocratique occidental à l'Amérique latine dans un premier temps, à l'Europe ex-communiste de l'autre, avec divers aléas. Et finalement, il est passé à travers pour diverses raisons qui tenaient aussi, d'une certaine manière, à nos égoïsmes, puisque, au fond, et on l'a bien vu avec l'affaire de Bahreïn, si vous voulez, qui est emblématique de cette histoire, pourquoi est-ce que tout le monde a détourné pudiquement le regard quand l'Arabie saoudite a envahi le Bahreïn un lundi? Je vais vous dire pourquoi le lundi dans un instant. Parce que finalement, on pensait que si jamais la révolution bahreïnie se traduisait par une influence accrue de l'Iran dans une zone qui est au cœur des exportations de pétrole saoudiennes, eh bien, ça allait poser un problème majeur pour ces exportations et que vous auriez dû venir donc au colloque de l'Assemblée nationale en vélo et avec ce temps. Je ne vous le conseille pas. Ce que j'ai fait. Ce que vous avez fait, bon, mais Vous tombez mal. Bon, alors c'est raté. Pourquoi un lundi? Parce que le mercredi, c'est déjà envahi par les Saoudiens tous les mercredis soirs, qui est le samedi soir, le vendredi soir saoudien, qui traversent le pont dit de l'amitié, plus exactement pont Johnny Walker, pour aller au Bahreïn et trouver tout ce qui n'est pas autorisé de l'autre côté. Mais et Johnny Walker n'est qu'une petite partie de la réalité. Mais donc, il ne pouvait pas envahir le mercredi soir puisqu'il y aurait eu un embouteillage. L'enjeu principal de cette affaire, c'est que on est au cœur, si vous voulez, de ces dysfonctionnements. À la fois dysfonctionnements internes qui sont rattrapés aujourd'hui et dysfonctionnements à l'échelle internationale parce que le monde arabe est justement sur cette ligne tectonique. J'étais dans le Golfe la semaine dernière et j'ai été très, très frappé. J'étais aux Émirats et à Koweït. À Koweït, pays richissime, qui a à peu près aujourd'hui les infrastructures de la Libye de Kadhafi. Plus rien ne marche, les égouts explosent, les trottoirs sont défoncés. Alors qu'il y a une production pétrolière absolument gigantesque et que 2011 a été une année de rentrée financière exceptionnelle. Mais les conflits pour la gestion de la rente entre les différentes branches de la famille régnante et entre la famille et la population, et notamment la bourgeoisie commerçante, ont abouti au fait que le système politique est complètement paralysé, comme vous l'avez peut-être vu dans les journaux. Aux Émirats arabes unis, qui en principe sont un pays qui marche mieux, où il y a une population plus faible, qui est mieux géré, on voit que le pays est en train de décélérer considérablement tous ses investissements, à la fois de prestige et qui avait tendance à le mettre au centre du monde, à essayer d'appuyer sur le fait que le Golfe était l'un des grands pôles du monde multipolaire pour se recentrer sur des enjeux de contrôle politique à très court terme. Par exemple, le grand projet du musée Guggenheim, et donc on ne parle pas là d'un petit pays, d'un pays moyen, comme on l'a appris tout à l'heure, comme la France, pour qui on peut dire vos rafales, c'est de la gnognotte, et votre PR, on n'en veut pas. Le Guggenheim, c'est l'Amérique, c'est quelque chose, c'est une question de prestige, c'est Frank Gehry. Ça a été mis sur le back burner et le prince Mohammed, qui est le véritable patron des Émirats, passe son temps aujourd'hui à inaugurer des stations d'épuration d'eau et des kilomètres de route pour les Bédouins de sa garde. Donc on est là, si vous voulez, dans un système qui est au cœur des transformations et j'en terminerai par là, pour les pays qui n'ont pas d'argent, qui sont un pécunieux, la situation est catastrophique. L'Égypte, dans 2 mois, ne va pas savoir comment payer ses dettes et payer ses importations. Les pays du Golfe sont extrêmement inquiets, non seulement pour leurs situations internes. Je parle de l'Arabie saoudite. Le roi Abdallah, qui aujourd'hui n'a plus le pouvoir, a mis, peut-être aussi pour ça, 130 milliards d'euros sur la table pour assurer la fluidité sociale. Je sais la différence entre 130 millions et 130 milliards, bien que j'ai fait un bac littéraire. C'est une politique qu'on ne peut pas faire tous les jours, bien évidemment. Et surtout, ils sont terrorisés à l'idée de savoir qui va payer, par exemple, pour la dette de l'Égypte.
L'Europe n'a plus d'argent, vous êtes là pour en témoigner. L'Amérique n'en a plus beaucoup non plus. Donc tous les équilibres du système moyen-oriental qui sont aux clés de notre approvisionnement énergétique sont aujourd'hui gravement en question, et vous avez donc raison de continuer à faire du vélo. Bien, merci Gilles. Alors, tout à l'heure, Thierry de Montbrial, vous disiez, il y a quelques années, on n'aurait même pas pu imaginer le scénario d'un éclatement de la zone euro. Aujourd'hui, vous ne dites pas que vous le prévoyez, vous dites qu'on peut spéculer, on peut imaginer que ça ait lieu. Quelles seraient les conséquences politiques? On a vu ce matin abondamment quelles seraient les conséquences économiques, même si on a tous souhaité que ça ne se produise pas, ou dans une très grande majorité que ça ne se produise pas. Quelles seraient les conséquences politiques? Et surtout, y a-t-il des pays qui y ont un intérêt? Et je pense notamment aux États-Unis et aux pays émergents. Ce matin, vous n'assistiez pas à la table ronde économique. On a quand même tous souligné le fait que la crise spécifique européenne rendait un formidable service aux États-Unis, en ce sens qu'elle masquait d'une certaine manière leur situation intrinsèque, qui n'est pas beaucoup plus brillante que la nôtre, mais nous occupons le devant de la scène de la crise, et du coup, pendant ce temps-là, on s'occupe moins d'eux. Est-ce que c'est une hypothèse qu'on peut développer? Alors je vais commencer par le dernier point, parce que je crains qu'on ait pas mal de fantasmes là-dessus. La perception que j'ai, c'est que les États-Unis sont très inquiets, au contraire. Et pas seulement les États-Unis, mais je pense par exemple que les Chinois ou les puissances émergentes, personne n'a intérêt à une crise majeure en Europe. Parce que s'il y a une crise majeure en Europe, je vais revenir sur la question des conséquences non économiques, il est inimaginable que ceci ne déborde pas sur le monde entier. Ça rejoint d'ailleurs ma remarque initiale sur l'interdépendance et la question de la gouvernance mondiale. Il y a un vrai problème de gouvernance mondiale aujourd'hui. Et ce n'est pas le G8 ou le G20 qui répondent sérieusement à la question. Donc, sur cette troisième question, ma perception est sensiblement différente. D'abord, je n'ai jamais cru personnellement aux conspiracy theories, aux théories du complot. Je crois que, comme l'a montré d'ailleurs la crise des subprimes, la crise des subprimes, rappelez-vous d'ailleurs que les Chinois eux-mêmes ont eu très peur. D'abord, il se trouve qu'ils se sont rendus compte assez rapidement qu'ils étaient épargnés, n'est-ce pas, en 2008, mais ils ont commencé par avoir très peur. Et je pense que dans un pays, on reviendra sûrement sur la Chine tout à l'heure, qui est obsédé de stabilité parce qu'il veut donner la priorité à sa croissance et à son développement interne, tout ce qui risque de perturber le monde dans son ensemble est à prohiber. Alors ça, donc, je ne crois pas, autrement dit, je ne vois pas un seul pays qui ait réellement intérêt à une perte de contrôle de la situation européenne. Alors, maintenant, je voudrais faire une remarque. Il est effectivement devenu, il s'est rentré dans les pensées, dans les schémas intellectuels que l'euro pourrait éclater. Donc c'est devenu une réalité en ce sens que c'est perçu comme tel. C'est ça qui compte. C'est un sujet, c'est devenu un sujet. Et le paradoxe, c'est que c'est probablement grâce à cette perception d'un risque majeur qu'on va s'en sortir. On se trouve là dans une situation qui est tout à fait comparable à celle de la dissuasion nucléaire à l'époque de la guerre froide. C'est-à-dire qu'il faut, hélas, un très grand risque de faible probabilité, mais un risque immense et justement aux conséquences incalculables pour que chacun, en l'occurrence chacun des pays de la zone euro et plus largement de l'Union européenne, se rende compte que nous sommes tous dans le même bateau et qu'aucun, au fond, ne veut prendre la responsabilité d'être à l'origine de ce grand désastre. Alors, en même temps, comme le jeu est extrêmement complexe, il y a un risque de dérapage. Et moi, ce que je crains le plus, c'est plutôt l'accident, si vous voulez. Et là, on peut imaginer 36 situations possibles. Donc, je conclurai sur ce point. Le risque d'un éclatement de l'euro est devenu réel dans la mesure où il est perçu comme tel. Et là, évidemment, tous les jeux de spéculation rentrent en mouvement. Il faut une digue de plus en plus élevée pour contenir la spéculation potentielle qui pourrait tout emporter.
Et c'est ce risque-là qui risque qui pourrait nous sauver. Donc c'est assez paradoxal. Alors j'en viens maintenant au point clé, qui est si ce malheur devait arriver, quelles en seraient les conséquences non économiques? Bien. Alors, je n'hésite pas à le dire, ce serait le début de la fin de l'Union européenne. Et je vous rappelle que le traité de Maastricht, il faut retourner aux sources, n'est-ce pas? Après la chute de l'Union soviétique, il y a eu un énorme appel d'air en Europe centrale et orientale. Chacun s'est rendu compte que la tendance à l'élargissement de l'Union européenne, qu'on n'appelait pas Union européenne encore, parce que c'est le traité de Maastricht qui a donné cette dénomination, on l'appelait communauté. La tendance à l'élargissement était inéluctable. Il y a eu, je ne veux pas rentrer, on n'a pas le temps d'entrer de rappeler tous les détails, mais Kohl et Mitterrand, qui d'ailleurs l'un et l'autre étaient des hommes politiques qui se fichaient complètement de l'économie. Enfin, je ne sais pas qu'ils s'en fichaient, mais ce n'était pas leur truc, si vous voulez, l'économie. Kohl, d'ailleurs, dans la réunification, a décidé à imposer l'échange un Deutschmark pour un Ostmark, et il a eu raison. Il a eu raison, alors qu'économiquement, ça pouvait paraître absurde à court terme, mais politiquement, il avait raison d'agir de cette manière. Donc, ce qui a animé Kohl et Mitterrand, c'était un raisonnement politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu un vice de fabrication au départ dans l'euro. Mais ceci a été fait pour empêcher pour les forces centrifuges de dominer. Donc il a voulu créer des forces, ils ont voulu créer des forces centripètes. C'est ça, politiquement, la naissance de l'euro. Donc, si aujourd'hui l'euro, la zone euro éclatait, eh bien, à ce moment-là, d'abord, il y aurait de telles récriminations, n'est-ce pas? Tout le monde, on voit bien ces jours-ci certains commencent à avoir des propos non contrôlés sur l'Allemagne, etc. Bon, on imagine ce que ça pourrait donner. Et d'ailleurs, en Allemagne, ce serait pareil, comme on l'a vu d'ailleurs dans la presse allemande à propos des Grecs et ainsi de suite. Donc, ce serait un immense déballage. Et je ne vois franchement pas comment l'Union européenne, je ne dirais pas s'écroulerait du jour au lendemain, parce que c'est un processus, mais comment ça ne pourrait pas entraîner le début d'une décomposition de l'Europe, ce serait extrêmement difficile à contrecarrer. Et j'en finis. Je n'hésite pas à dire, ceux qui me connaissent savent que je suis un homme très modéré. J'ai toujours été très modéré dans mon expression depuis toujours. Et donc je vais énoncer quelque chose avec modération, mais avec force. Si l'Union européenne devait commencer à se déliter, je prévois le retour de guerre, et de guerre y compris en Europe. Tout ceci prendrait, encore une fois, quelques années. Mais je pense que l'éclatement de l'Union européenne serait un désastre mondial. Et donc, l'enjeu du sauvetage de l'euro est un enjeu immense de caractère historique et qui est mondial. Est-ce que vous trouvez que dans la manière dont on parle de ce sauvetage de l'euro ou dont on essaye de l'imaginer, la politique, justement, y occupe une place suffisante, y compris dans les termes que vous venez d'utiliser pour en définir les enjeux au bon niveau? Alors, là-dessus, il se trouve que j'étais présent, je crois que c'était le 17 novembre, si je ne me trompe, à Francfort, à la cérémonie d'adieu de Jean-Claude Trichet. Et j'ai été très impressionné, d'ailleurs, comme toutes les personnes présentes, par l'intervention de Helmut Schmidt, qui d'ailleurs, qui a 90 ans passés, qui est un homme tout à fait extraordinaire, une des très grandes personnalités de l'histoire européenne d'après-guerre, et qui a tensé d'ailleurs Angela Merkel, qui était assise devant lui. Et je crois d'ailleurs qu'il a récidivé encore ces tout derniers jours. Et je pense que cette très grande voix de Helmut Schmidt, qui d'ailleurs, il y a 90 ans passés, il a la voix extrêmement claire, il s'exprime magnifiquement, dit exactement ça, n'est-ce pas, ce que vous venez de suggérer. C'est-à-dire qu'il dit que dans cette affaire, on ne met pas suffisamment de politique. Et là, je dois dire que la voie politique qu'on attend le plus aujourd'hui, c'est évidemment la voie allemande. Alors justement, transition, Ulrike, pour sauver l'euro, en apparence aujourd'hui, c'est le couple franco-allemand qui s'est d'une certaine manière institué comme le sauveteur. Est-ce que vous pensez qu'il s'y prend bien? Et est-ce que vous pensez que politiquement, il est capable de remplir une tâche aussi ambitieuse?
Je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec tout ce que Thierry a dit. Je ne pense pas qu'on va faire survivre le marché commun ni l'Europe à terme si l'euro éclate, parce qu'on va encaisser toutes les... Moi, j'étais aussi choquée, enfin je voyage beaucoup, mais ces derniers mois, quand on a voyagé d'Athènes à Lisbonne, à Paris, à Londres et retour, pour se taper tous les articles de 4e Reich dans la presse Angleterre sur l'Allemagne et les articles nazis dans la presse grecque sur l'Allemagne et les Bismarck articles dans la presse française. Enfin bref, ça se sent pas bien, voyez. Enfin, quand vous êtes une Allemande européenne, vous vous sentez mal. Donc moi, j'étais étonnée à quelle vitesse. À quelle vitesse? On a perdu rien que dans nos choix sémantiques 50 ans d'intégration européenne. C'est parti comme ça, comme l'eau dans une baignoire. Paf. On a ouvert le sillon et j'avais l'impression que toute notre civilisation européenne, rien qu'au niveau sémantique, est partie comme ça. Et maintenant, on se donne du mal à rattraper. Est-ce que le couple franco-allemand a fait les bons choix? Non, je ne pense pas. Je pense que je suis surtout plus de ce côté-là. Moi, personnellement, je suis pas représentatif en Allemagne, mais je suis plutôt sur l'argument de Pisani-Ferry ou de Wolfgang Müncher ou de Martin Wolf, qui a des asymétries. Enfin, que l'Allemagne est aussi part du problème, qu'il y a aussi les imbalances de commerce, qu'il y a un problème de la BCE et qu'il y a en gros une orthodoxie dans la pensée allemande par rapport à une non-orthodoxie. Vous trouvez Mme Merkel trop intransigeante en ce moment? Oui, moi je trouve. Enfin, c'est-à-dire que là maintenant, où est-ce que je veux en arriver? Soit c'est un poker. Et si c'est un poker, à la limite, je suis d'accord. Encore faut-il qu'elle ait les bonnes cartes encore dans la main. Hein? Bon. Ce que je veux dire, c'est peut-être c'est juste une calculation sur le temps, c'est-à-dire qu'encore que Monti travaille 3 semaines et qu'il revient avec quelques réformes en Italie et la France fasse maintenant ce qu'elle a dû faire depuis 5 ans, il ne faut pas rigoler. Hein. L'économie allemande n'a pas une très grande estime de l'industrie française aujourd'hui. Et c'est chuté comme ça. Moi, je suis assez connectée dans le franco-allemand. Allez dans la BDA, BDI aujourd'hui, hein, on trouve un ton péjoratif sur la France. Et on n'a pas trouvé ce ton il y a 10 ans, 8 ans, 7 ans. Mais on la trouve depuis 2007. Mais on le mérite selon vous? Je ne peux pas juger, mais je pense que là, ça revient peut-être au problème plus fondé. Je trouve que vous méritez, parce que sur les réformes structurelles, vous avez toujours retraîné les pieds. Hein, donc ça, je trouve qu'on mérite. Par contre, il y a quand même deux côtés de la médaille, sur ce qu'on mérite et sur ce qu'on ne peut pas changer. Hein. Et la France a 13% de GDP, de l'industrie dans le GDP français, l'Allemagne en a 30%. Vous n'allez pas rattraper 17% de, GDP, de part industrielle dans votre GDP demain, hein, pas en 3 mois. Vous n'allez pas faire ça. Donc, soit on reconnaît dans une pensée européenne qu'il faut maintenant penser de se projeter dans une espèce de European Industrial Value Chain et qu'on ne va pas jouer que tout le monde doit devenir comme les Allemands, tout le monde doit faire de l'exploitation parce que c'est con. Soit on arrive à se projeter dans une conception de solidarité européenne où chaque pays travaille sur sa force et rajoute dans la chaîne européenne de valeur, comme quoi on commencera à prendre la zone européenne de l'euro comme une zone économique agrégée, je pense qu'on a une chance. Est-ce qu'on a, si je peux dire ça encore, est-ce qu'on a cette chance réellement? Et c'est là où je m'en doute. Vous me demandez si le crisis management de Merkel et Sarkozy a été bon. Si Merkel, c'est un poker, et dans 3 mois, dans 6 mois, elle fait les euro-obligations, elle lâche la BCE, je pense que ce serait bien, parce qu'elle aura quand même forcé l'Europe dans une politique de désendettement. Mais vous pensez que c'est ça? Attendez, vous êtes au cœur du système allemand. Est-ce qu'elle est seule dans un consensus qui est plus critique comme vous l'êtes vis-à-vis de sa politique, ou est-ce qu'elle est le porte-parole d'un consensus qui refuse ces solutions-là? Écoutez, si j'avais une boule de cristal, je voudrais bien savoir. Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous apporter de l'Allemagne, c'est que si j'ai une salle comme ça, de 500 personnes vraiment importantes, de l'establishment industriel ou économique en Allemagne, on est tous contre lâcher la BCE et contre les euro-obligations. Point barre. Oui, donc c'est une réponse. Voilà, c'est une réponse. Ayant dit cela, est-ce que ça ne va pas se faire quand même parce que la scénario européenne est ce qu'elle est? Je ne dirais pas. Hein, parce qu'il y a aussi des gens futés en Allemagne et qui savent qu'il n'y a peut-être pas trop de chance. Hein. Ce que je veux dire par rapport à Thierry, je ne suis pas si pessimiste qu'on ne va pas régler, qu'on ne va pas fixer la crise d'une manière ou d'une autre, qu'on va faire un sommet, qu'on va faire une déclaration, une projet de traité et tout. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est ce qui s'était dit ici ce matin
sur ce que je sens en Allemagne. Ce qui est ma pensée plutôt, c'est le backslash économico-culturel. Les pensées à moi, c'est plutôt, pourvu que Sarko fasse cette austérité, gagner les élections et tout, quand est-ce que ça va péter le consensus sur l'austérité en France? Qu'est-ce que la gauche française peut apporter dont on sent la grogne déjà maintenant, où Hollande ne peut pas dire le triple A, ça m'intéresse, je veux moi aussi les socialistes. Parce que la gauche maintenant, avec Chevènement qui va se présenter, elle est à nouveau sur un discours un peu de république souverainiste. Voilà. Bon. Donc la gauche de France ne joue pas. Le milieu UMP joue qu'à moitié. Je vois très bien les efforts de milieu, François Copé et tout ça, de serrer le discours UMP. Mais quand est-ce que ça va péter par rapport à Marine Le Pen et tout? J'en sais rien. Mais c'est ça le risque. Le risque, c'est qu'on va s'engager à faire un méta-projet d'une union fiscale à l'encontre de certaines gravités dans l'économie réelle. Et ça, c'est quand même délicat, parce que c'est un peu marxiste. Là où l'économie va, la conscience va. Et c'est le cas d'Allemagne, parce que la conscience allemande, et c'est ça le problème, la conscience allemande va aujourd'hui où est son commerce, et il est en Russie et en Chine. Donc, et c'est là où ça coince. Pour l'Allemagne, la question est stratégique. Est-ce qu'on va faire l'un pour pas lâcher l'autre, c'est-à-dire on va garder l'Europe et on va rajouter des briques, ou est-ce qu'on va faire un changement brique versus l'Europe? Et pour la France, je pense que la réponse est très claire. Si vous n'arrivez pas à tenir votre consensus populiste dans l'UMP, dans les socialistes, souverainistes et tout, pour vous bouger vers l'Allemagne, je pense que ça ne va pas réussir. Et ça ne va pas réussir parce que Merkel et Sarko ne font pas le jeu. Ça ne va pas réussir parce qu'on ne sera pas capable à débattre du consensus de nos choix socio-économiques et en franco-allemand consensuellement. Est-ce que l'Allemagne, justement, en étant extrêmement rigoureuse, y compris en s'opposant à des solutions que vous-même vous considérez comme sages, par exemple sur les eurobonds, par exemple sur la BCE, ne complique pas singulièrement la tâche du pouvoir politique français en l'obligeant à affronter d'une certaine manière un modèle écrasant? Je suis intellectuellement d'accord et politiquement pas d'accord, parce que la politique, c'est toujours du possible, et il y a Karlsruhe, il y a plein de choses. Pourquoi? On voit bien qu'on est sous tension. Attendez, on va arrêter 2 secondes sur l'Europe, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on tourne ensuite. On y reviendra à partir des réflexions sur le prochain quinquennat. Gilles, on a commencé à fixer les enjeux initiaux des révolutions arabes dans le monde arabe. Quels sont aujourd'hui, et dans les mois qui viennent, qui nous séparent jusqu'à la fin de l'année 2012, les développements les plus prévisibles des révolutions arabes? Et doit-on prévoir, craindre des conséquences, notamment sur les approvisionnements, les prix énergétiques? Ces révolutions, d'une certaine manière, ont été lancées par des élites jeunes, urbaines, relativement séculière et internationalisée. Bon, on a parlé peut-être un peu trop de la révolution Facebook, Twitter, Internet, etc. Dans le cas égyptien, c'est très frappant. C'est la place Tahrir, la grande place du Caire, sur laquelle la scène de la révolution s'est déroulée, sous les yeux des caméras de CNN ou d'Al Jazeera fixées sur les balcons du 9e étage au-dessus. Mais il n'y a pas eu véritablement de capacité de ce mouvement à engranger une véritable mobilisation populaire. Et aujourd'hui, après la chute de Ben Ali, de Moubarak, puis de Kadhafi, d'une certaine manière, ceux qui sont en train de recueillir les fruits de la révolution initiale, ce sont les mouvements qui étaient les plus organisés depuis longtemps contre les régimes autoritaires, régimes sur lesquels nous avons en grande partie fermé les yeux, ainsi que les classes moyennes et les classes supérieures de ces pays, entre autres raisons parce qu'il y a eu le 11 septembre 2001 et que, pour le dire vite, tout le monde pensait que Ben Ali, ça valait mieux que Ben Laden, disons, c'est pour aller rapidement. Tout ça fait qu'aujourd'hui, ceux qui apparaissent en position de force pour en recueillir les fruits, ce sont les différentes formations islamistes. Alors, comment est-ce que ça se présente? Celles-ci ne sont plus un front uni, elles sont assez clivées. Vous avez suivi sans doute ces derniers jours les élections égyptiennes, et pour beaucoup d'entre vous, là vous étiez familier avec le mot frère musulman, l'expression frère musulman, salafiste, ça vous a semblé sans doute un peu plus saugrenu.
Qu'est-ce que c'est que ces mouvements qu'on présente dans la presse comme à la droite des frères musulmans? Il faut bien que les journalistes raccrochent à quelque chose qu'on comprend, droite, gauche, haut, bas, vert, bleu. Et en fait, ce sont des mouvements qui sont beaucoup mieux implantés dans les quartiers populaires déshérités. Les frères musulmans sont des groupes qui aujourd'hui épousent plutôt les revendications de petites classes moyennes qui ont été frustrées dans leur aspiration vers le haut, alors que les salafistes, eux, bon, il y a de tout bien sûr, mais la base de leur recrutement, Alexandrie par exemple, tous les quartiers populaires remplis d'immigrants de Haute-Égypte sans travail, sont aujourd'hui complètement travaillés par les salafistes, avec des revendications de rupture, les femmes avec un niqab, application de la charia, etc., brûler les églises des Coptes. Bon, et tout ça est quelque chose d'assez préoccupant. Du côté, en revanche, des frères musulmans, alors la presse, là encore, nous serine avec des frères musulmans modérés, des islamistes modérés. Qu'en est-il en réalité? Au cours des 20 à 25 dernières années, un grand nombre des dirigeants de ces groupes, notamment parce qu'ils étaient en exil en Europe et qui ont commencé à se frotter à la politique électorale, aussi parce qu'ils ont observé que le modèle qui finalement arrivait à assurer une sorte de pérennité à la mouvance islamiste ou au milieu qui s'en réclamait au pouvoir, c'est le modèle turc, ont essayé de construire cette espèce d'hybride entre démocratisation et islam. Ce qui, aujourd'hui, en monde arabe, est poussé sans doute le plus à son terme avec Narda en Tunisie, qui aujourd'hui est assez bloqué dans son fonctionnement. Il n'arrive pas à former encore un gouvernement, il commence à y avoir pas mal de tensions sur la place publique. Mais on a, dans cette perspective, on a le modèle turc me fait un peu penser, toutes choses égales par ailleurs, à la Chine, à laquelle je ne connais rien, donc je me tourne vers vous pour savoir si je dis des bêtises. De même que le Parti communiste chinois est finalement le dernier grand soutien du capitalisme mondial, et d'après ce que je comprends, le iPad que vous avez acheté 1 000 € a été facturé 50 à peu près, ou $50 à ceux qui l'ont fabriqué en Chine. Donc il faut qu'il y ait un parti communiste puissant pour faire travailler les ouvriers pour ce type de salaire. De même, l'AKP en Turquie sert un petit peu à la même chose, à part que là, ce n'est pas le communisme, c'est l'islam, à savoir que les gens qui sont issus de l'exode rural turc aujourd'hui et qui travaillent dans les industries manufacturières des banlieues, des métropoles anatoliennes, le font pour Dieu garanti par l'AKP et pour des salaires assez faibles, ce qui permet l'avantage compétitif de la Turquie. Et quand vous lisez aujourd'hui que la Turquie, la main sur le cœur, dégoûtée, ne veut plus entrer dans l'Europe parce que l'Europe va s'effondrer, c'est aussi, je crois, qu'elle n'avait pas réellement intérêt économiquement. La Turquie n'a aucun intérêt à adopter des législations sociales, par exemple, qui renchériraient considérablement le coût de sa main-d'œuvre. Donc, on est dans une situation où on a d'un côté un certain nombre de ces mouvements islamistes, si vous voulez, qui veulent se situer dans une logique de construction d'une classe moyenne entrepreneuriale qui serait sous-traitante, si vous voulez, d'un certain nombre d'autres pays, dans les pays à population importante, dans les pays qui ne sont pas des producteurs de pétrole. De l'autre côté, on a alors tout à l'heure, Thierry parlait de la crise de la gouvernance dans les pays européens, et effectivement, on peut se demander si, à force de mettre les hommes politiques sur la sellette, je ne suis pas contre la moralisation, bien sûr, mais ça ne fait pas en sorte que les plus brillants aujourd'hui se dirigent vers autre chose que vers la politique. Question, je laisserai en suspens, mais personne ne nous écoute depuis les étages supérieurs, heureusement. Mais le problème est bien pire dans le monde arabe aujourd'hui, où la fermeture du politique par les régimes dictatoriaux, en fait, a fait que les gens brillants sont partis, et un Tunisien sur 14 ou 13, je ne sais pas, vit en France, par exemple, aujourd'hui, c'est quand même pas rien. Et donc, on a là un vrai souci, et il me semble que, j'en parlais tout à l'heure à un déjeuner ministériel, de même que lorsque l'Europe de l'Est a vu le mur de Berlin tomber,
On a beaucoup, en Europe occidentale, investi d'énergie pour former à la politique, à la démocratie, au marché, les élites émergentes de ces pays qui n'y connaissaient rien, puisque pour des raisons évidentes, ils n'avaient pas l'expérience. De même, aujourd'hui, l'accompagnement des révolutions du monde arabe est une nécessité. On l'a très peu fait et on se retrouve aujourd'hui face à un phénomène qu'on comprend mal. D'ailleurs, le fait même qu'on ait nommé ce qui s'est passé le printemps arabe, si vous voulez, c'est une métaphore. Projection. Oui, qui évite de penser, c'est-à-dire printemps arabe, ça veut dire le printemps de Prague bis, si vous voulez. Donc ça va se passer de la même manière. Un peu la même erreur que les Américains ont faite en Irak, où ils sont imaginés qu'ils allaient venir à Bagdad et que Bagdad c'était Varsovie ou Prague. C'est pas tout à fait ça. Question très courte. Le scénario syrien de 2012, c'est quoi selon vous ? Ça va durer parce que, à mon sens, parce que le président Assad, Bachar, fils, donc dispose d'un certain nombre de soutiens qui ne se sont pas érodés. D'abord, bien sûr, sa base confessionnelle alaouite, environ 15% de la population, surarmée, suréquipée et convaincue que si le régime s'effondre, ils vont tous se faire massacrer. Donc, c'est pas comme la Syrie, c'est pas comme l'Égypte ou la Tunisie, si vous voulez, il n'y a pas une armée nationale qui va basculer et se débarrasser du chef et le remplacer par un autre. Et ce n'est pas le cas libyen non plus avec une intervention occidentale. Ça, c'est hors de oui, question. et il n'y aura pas d'intervention. Et puis d'autre part, en un mot qui vous intéresse davantage peut-être comme chef d'entreprise, la bourgeoisie commerçante de Damas et d'Alep ne va pas, pour l'instant, qui est sunnite pour la plupart, n'a pas lâché Assad parce qu'elle vit dans la hantise de la guerre civile. La Syrie est entre le Liban et l'Irak. Hein, c'est un pays levantin, très fractionné en termes confessionnels, ethniques, etc., à la libanaise ou à l'irakienne. Dernier point, si la Syrie se casse, contrairement à la Libye, comme vous venez de le souligner, on est dans un cadre tout à fait différent, puisque la Libye, finalement, est géographiquement marginale par rapport au Moyen-Orient. Elle nous pose un problème parce que à cause de boat people, de la somalisation éventuelle, ce que vous voulez, bien sûr. Mais la Syrie, c'est les Balkans du Moyen-Orient. C'est-à-dire que si ça se casse, ce n'est pas seulement le problème interne où ils vont tous s'étriper, c'est aussi que les Turcs vont entrer là-dedans, que les Irakiens vont entrer, que les Iraniens essayent d'entrer, les Saoudiens également, et bien évidemment Israël, qui est juste à côté. Pour l'instant, les Israéliens qu'on a vus ici nous disent qu'ils ne soutiennent pas du tout le régime Assad, contrairement à ce que tout le monde dit, mais enfin, on pense quand même qu'ils préfèrent l'ennemi qu'ils connaissent à l'inconnu. On va finir le tour d'horizon un peu géographique. Thierry, sur les États-Unis, il se trouve que 2012 va être aussi une année électorale là-bas. Quelle est la situation aujourd'hui des États-Unis ? Est-ce qu'ils sont tentés par une forme d'isolationnisme, comme on a l'impression que c'est un peu le cas ? Est-ce que c'est passager, très lié à la période électorale ? On est plutôt dans une basse eau, des basses eaux pour l'instant pour les États-Unis. Est-ce que ça peut se redresser et vite ? Oui, alors je vais commencer par répondre brièvement à une question que vous ne m'avez pas posée, en ajoutant un codicile à ce que vient de dire Gilles. Je suis très frappé, alors on connaît bien l'attitude d'Israël, n'est-ce pas, par rapport à la Syrie, mais ce qui personnellement m'a le plus frappé, je recevais il n'y a pas très longtemps le patriarche maronite de Beyrouth à Paris, et il nous a dit, il sortait d'ailleurs de chez Sarkozy, et il nous a dit ce qu'il venait de dire au président de la République, à savoir, nous soutenons Assad. Il l'a pratiquement dit comme ça, n'est-ce pas ? Et il a expliqué, il l'a dit dans des termes quasiment aussi explicites, quitte à choquer d'ailleurs certains Libanais d'ailleurs. Et le raisonnement est très simple, mais je crois qu'il est exemplaire d'une certaine forme de raisonnement dans la région, c'est que s'il y a une guerre civile, les premiers perdants, ce sont les minorités, et en particulier les chrétiens. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu aussi en Irak, hein, où les 2/3, je crois, des chrétiens ont été persécutés, éliminés, sont partis, etc. Comment ? Sont partis. Voilà. Donc je crois que ça montre, enfin, c'est juste un petit détail qui montre la difficulté du sujet. Alors, sur les États-Unis, première remarque, les États-Unis sont moroses aujourd'hui.
Vous parliez tout à l'heure de morosité, n'est-ce pas, du sentiment, vous parliez tout à l'heure de la morosité française. Mais les Américains, aujourd'hui, sont assez moroses. Et ils ont un peu, pour le moment, ils sont dans une phase de perte de confiance en eux-mêmes, ce qui est extrêmement frappant. Et il y a d'ailleurs un certain sentiment on parle de déclin. Enfin bon, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans l'histoire des États-Unis. Deuxièmement, on n'a pas vu depuis l'entre-deux-guerres, au moins, d'opposition idéologique aussi forte que celle qu'il y a actuellement entre républicains, avec les Tea Parties, etc., et les démocrates. Le mouvement Occupy Wall Street est un épiphénomène, mais il y a un ensemble d'indices qui montrent que le populisme qu'on dénonce souvent chez les Européens commence à exister aussi aux États-Unis. Le fait, et vous avez dû en parler aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on n'arrive toujours pas, et à mon avis, on n'est pas prêt d'arriver à un accord durable entre républicains et démocrates sur la question du budget, est extrêmement symptomatique. Or, la culture politique américaine, c'est la culture du compromis et du consensus. C'est-à-dire que traditionnellement, n'est-ce pas, les républicains et les démocrates finissent toujours par se mettre d'accord sur des questions importantes. Donc, je pense personnellement qu'il faut évidemment se garder de porter des jugements trop hâtifs sur l'avenir des États-Unis en termes de déclin ou autre. Mais de toute façon, il y a un déclin mécanique, si vous voulez, en termes relatifs. Parce que si la Chine et les autres puissances dites émergentes continuent de croître sans accident, ce qui pourrait parfaitement arriver, c'est une autre question, il est bien évident que le poids relatif des États-Unis va en diminuant. Et au fond, et je termine là, ce qui est très frappant, c'est que les Américains... je parle des élites ici, parce que je ne crois absolument pas que l'Américain de base du Middle West se pose actuellement ce genre de questions. C'est que quand on les interroge sur les campagnes électorales, ces questions-là ne les perturbent pas. Mais enfin, les Américains, disons, éclairés, les élites, se rendent bien compte que les États-Unis vont de toute façon sont en train de perdre une forme de primauté et sont en train de rentrer dans le rang. Et le simple fait d'avoir à se préoccuper de sa balance des paiements, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, n'est-ce pas, pour les États-Unis. Donc oui, ce qui se passe aux États-Unis est assez sérieux et demande à être regardé d'assez près. Comment, je pense que François Julien aurait répondu à cette question, mais je vous la pose à vous directement. Comment la Chine peut gérer son succès ? Autrement dit, est-ce que l'accession à une forme de leadership peut avoir une conséquence politique ? On ne la voit pas très bien aujourd'hui. Quelle forme pourrait-elle revêtir dans le cadre d'une gouvernance mondiale réinventée ? Et surtout, dans une position de leadership, j'allais dire, est-ce que ce n'est pas les difficultés qui commencent pour elle ? Autrement dit, est-ce qu'à partir du moment où elle est arrivée au stade d'un développement poussée, à ce moment-là, elle ne rentre pas du même coup dans une zone de risque beaucoup plus élevée pour elle. Alors, j'ai des vues assez fermes sur cette question. D'abord, comme aurait dit le général de Gaulle, pour parler de leader, il faut qu'il y ait des followers. Or, je ne vois pas aujourd'hui où sont les followers. Et je ne vois d'ailleurs pas non plus le leader, parce que, et c'est cela ma remarque essentielle, je pense que la Chine n'a aucune envie d'exercer un quelconque leadership. La Chine, parce que l'exercice du leadership suppose il y a deux conditions. La première, c'est d'avoir une véritable expérience internationale. Or, toute l'histoire de la Chine, c'est un point sur lequel Kissinger, par exemple, insiste énormément, et à mon avis à juste titre, toute l'histoire de la Chine est une histoire régionale. La Chine s'est toujours intéressée à elle-même et à ce que les Russes appelleraient son étranger proche, si vous voulez. Mais la Chine n'a jamais eu de politique mondiale. La Chine n'a pas d'expérience diplomatique. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est quand on parle, ce qui m'arrive de temps en temps, des grands responsables politiques chinois, ils le reconnaissent tout à fait, n'est-ce pas ? Ils ont une forme, c'est un très curieux mélange d'immense fierté et même orgueil et d'arrogance et en même temps une certaine modestie. Il y a les deux chez les Chinois, ce qui est assez intéressant. Christophe confirme. Alors, donc je crois qu'ils ne veulent absolument pas, parce qu'ils ne se sentent pas en état, ils ne pensent pas qu'ils ont l'expérience de jouer un tel rôle. Et d'autre part, l'exercice de leadership suppose qu'on est prêt à investir un certain nombre de ressources
qui, au bout du compte, se ramène toujours à des ressources financières et humaines, d'ailleurs, dans l'exercice de leadership, c'est-à-dire à dépenser des ressources pour la communauté, si vous voulez. Or ça, les Chinois n'y sont actuellement absolument pas prêts. On l'a vu récemment, voilà, en Europe, absolument. à nos dépens. Bien, on va... Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des questions précises? Oui, monsieur? Et puis ensuite, je vous poserai une dernière question à tous concernant, alors justement, le futur quinquennat qui s'ouvre. Oui, je voulais... Non, attendez, il y a un micro qui arrive. Pardon. Merci. Juste une question. Je voulais demander à M. Keppel pourquoi, dans son analyse sur le Moyen-Orient, il n'a rien dit sur l'Iran et sur le danger nucléaire potentiel et le rôle de l'Iran. Vous n'en avez pratiquement pas du tout parlé. Parce que Gilles Legendre ne me l'a pas demandé, que j'obéis à ses ordres. J'en ai dit un petit mot à propos de la question chiite, à moins que ce ne soit pas de ça, pas à vous que j'ai parlé de ça peut-être ce matin. Non, je mélange tout, mon âge, tout. Non, on parlait des révolutions arabes et jusqu'à preuve du contraire, l'Iran n'est pas encore en révolution. Non, mais elle l'a faite, mais il y a quelques années. Oui, mais on est, si vous voulez, il y a eu, vous avez vu peut-être dans les actualités d'aujourd'hui, d'assez graves attentats en Afghanistan, à Kaboul et à Mazar-e-Sharif, au jour d'aujourd'hui, qui est le jour de Ashura, c'est-à-dire la grande célébration des chiites qui commémore le martyre de l'imam Hussein, tué par les sunnites. C'est leur Golgotha, si vous voulez, c'est le calvaire de leur Christ d'une certaine façon, et qui est toujours le moment propice à des tensions sunnites-chiites. Aujourd'hui, on a parlé de la Syrie tout à l'heure. Si vous voulez, la Syrie qui est dirigée par une secte qui appartient au chiisme, qui est hétérodoxe, les Alaouites, va mettre en cause toute la politique de puissance iranienne au Moyen-Orient. La Syrie est le corridor qui permet à l'Iran, à travers l'Irak, maintenant dominé aussi par les chiites, de fournir le Hezbollah en armement, qui exerce à leur tour des contrôles sur les maronites, dont le patriarche a vu Thierry de Montbrial tout à l'heure, et dans son discours. Et donc, on est dans une espèce de ligne de faille, là, si vous voulez. Quand j'étais dans le Golfe la semaine dernière, il y a eu cette scène hallucinante où nous avions un Israélien en téléconférence qui expliquait aux dirigeants arabes du Golfe que, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était en gros un peu comme les Anglais et les Français avaient bombardé les troupes de Kadhafi, qui est, enfin j'exagère à peine, une flottille aérienne israélo-saoudienne qui aille bombarder l'Iran. Et donc on est dans une conjoncture là où l'Iran est dans une situation d'assez grande fragilité. Et Thierry a parlé de la perspective de la guerre si l'Union européenne explosait. Je ne suis pas aussi expert que lui dans ces domaines, mais je partage tout à fait ce sentiment comme honnête homme. Au Moyen-Orient, si nous ne faisons pas attention, on risque d'avoir, et c'est pour ça que la Syrie en est l'élément principal, hein, si la Syrie pète, si la Syrie explose, la ligne de déflagration va passer par l'Iran, parce qu'il y aura une tentation de se débarrasser de la République islamique de la part des voisins. Donc on est là on est vraiment dans une situation qui est extrêmement volatile, il n'y a pas de doute. Bien. Il était de tradition des 3 tables rondes précédentes que nous essayions de nous interroger un petit peu sur les perspectives du prochain quinquennat. C'est peut-être un tout petit peu plus complexe en matière de politique étrangère et de relations internationales. Je vais vous poser à tous les 3 la même question, qui est d'ailleurs une question à tiroir. Est-ce que, compte tenu de ce que vous nous avez dit, surtout au début de vos interventions, la notion de politique étrangère de la France a encore un sens, hein, j'ai mis guillemets autour de politique étrangère de la France, comme élément de différenciation, comme élément de puissance, comme élément de rayonnement? Et si oui, de quelle manière la voyez-vous s'inviter, s'introduire dans le débat électoral? Avec quel élément de clivage et de différenciation entre ce que serait une conception de droite de cette politique étrangère de la France et une conception de gauche de cette même politique étrangère de la France? Thierry, vous voulez bien commencer? Oui, moi aussi j'obéis, donc... Alors, vous êtes gentil. Tout d'abord, la politique étrangère ne joue jamais aucun rôle dans les campagnes électorales des pays démocratiques, sauf d'une manière tout à fait marginale.
Et je ne pense pas qu'il y aura exception. Ce qui va bien sûr jouer un rôle, ce sont les affaires européennes, c'est-à-dire en particulier ce qui est en train de se passer avec l'Allemagne, le sauvetage de l'euro, etc. Mais ce n'est pas la politique étrangère en tant que telle. Deuxièmement, oui, il y a toujours une politique étrangère de la France parce que le temps est encore, à mon avis, loin où il y aura une véritable politique étrangère de l'Union européenne. Même dans l'hypothèse favorable où l'Union européenne retombe sur ses pattes, si j'ose dire, il faudra une très longue période avant d'avoir une véritable politique étrangère de l'Union européenne. L'Union européenne aujourd'hui agit comme un réducteur d'écart entre politique étrangère, mais non pas en tant qu'unificateur des politiques étrangères. Nous avons des traditions, des compétences, etc. Et nos alliés ne sont pas les mêmes quand on parle de politique étrangère ou quand on parle d'économie. Pour l'économie, c'est l'Allemagne. Pour la politique étrangère, ça peut être plus souvent le Royaume-Uni. Oui, enfin, la notion d'alliance, vous savez, il faut le mot d'allié, je crois qu'on n'a pas le temps de rentrer. J'avais vu ça aussi dans les notes. Je crois qu'il faut faire très attention quand on parle de mot alliance, parce que ou bien on l'emploie dans le sens strict militaire, à ce moment-là, nous sommes tous dans le même bateau, ou alors on l'emploie dans un sens beaucoup plus général, et c'est à géométrie très variable. Disons qu'on a des intérêts, des points de vue, des expériences qui sont différentes. Et enfin, ma troisième et dernière idée, et là aussi je me sens assez ferme sur ce que je vais dire, je suis assez gaullien, en ce sens que je crois qu'il y a très peu, il n'y a pas de politique étrangère de droite ou de gauche, mais il faudrait un débat plus fin, si vous voulez, pour répondre complètement à cette question. Ulrike ? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de place pour une politique extérieure de français tout court, hein, parce que ce que je voudrais vous offrir, c'est de faire un rapport entre politique extérieure et currency, monnaie. Parce que si on regarde l'histoire des États-Unis sur les dernières 50 années, c'est bien parce qu'ils ont eu le dollar, qu'ils ont eu la position mondiale qu'ils ont eue. C'est-à-dire que l'hégémonie américaine politique dépendait largement aussi du rôle du dollar dans le système des relations internationales, currency system. Et pour être plus précis, ce que je veux dire, et je trouve que d'ailleurs c'est ça le lien qui se perd profondément dans nos débats sur l'euro, c'est-à-dire de ne plus concevoir l'euro comme instrument stratégique sur ce que veut l'Europe dans le XXIe siècle. C'est-à-dire que est-ce qu'on a des valeurs à défendre, est-ce qu'on a des intérêts, comment on utilise le système monétaire international avec une bonne monnaie, et ainsi de suite. Bon. Et ça pose encore le risque d'éclatement. Qu'est-ce qu'on perd en levier, hein, si on perd l'euro comme levier, hein. Et pour être plus précis, il y avait question il y a quelques semaines, vous vous souvenez, si on invite oui ou non les Chinois pour participer au EFSF. Moi, je trouvais ça une idée complètement saugrenue parce qu'offrir aux Chinoises une prise stratégique sur la cœur de la décision monétaire-économique de l'Europe, je trouvais ça complètement saugrenu dans une sens de définir les intérêts stratégiques de l'Europe tout court. Moi, personnellement, je préfère toujours que l'Allemagne se mette à faire des euro-obligations, à les accepter dans un moment donné. Puis après, les Chinois pourront ou pourront pas accepter les eurobonds, mais alors leur offrir une part dans la EFSF, c'est justement perdre le levier stratégique qu'une monnaie peut avoir. Je continue. Vous m'aviez demandé là, quand j'ai eu la parole, est-ce que l'Allemagne ne demande pas trop à la France et rend la tâche pour la France très, très difficile? Je peux aussi vous dire que la France rend la tâche pour l'Allemagne très difficile parce qu'on a quand même un système juridique derrière, un établissement derrière qui a ses certaines opinions sur la monnaie. Donc c'est un peu, je te tiens pas la barbichette. Mais là où j'en veux arriver, supposons quand même que Merkel et Sarkozy font ce qu'ils font, c'est-à-dire créer cette union fiscale dite politique, je pense à nouveau qu'il faut, en France, que ça soit clair. Je me suis trouvée à la télé avec Laquillet aujourd'hui à midi, et il ne voulait pas prononcer qu'une union fiscale, ça veut dire qu'on rompt avec le droit souverain national sur le budget. C'est ça. Il faut le prononcer. Il faut le prononcer pour ne pas mentir à nos citoyens. Hein. Je pense que voilà. Si on fait ça, il va falloir réinventer entre la France et l'Allemagne des nouvelles formes de reconstituer une légitimité européenne parce qu'on accepte l'érosion de la légitimité nationale sur le budget. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que je suis foncièrement contre la notion du gouvernement économique. Parce que je trouve qu'il faut gouvernement tout court.
Là où j'en veux arriver, c'est que des guerres, questions politiques extérieures, coûtent de l'argent. La Libye a coûté la France 1 million par jour. L'année prochaine, ça va vous venir sous forme d'un déficit. Et vous allez vous faire gueuler dessus par la Commission parce que vous avez défendu les valeurs humaines en Libye, ce que l'Allemagne n'a pas fait. Hein, vous allez vous taper la Commission et une petite lettre bleue. Bon. Où est-ce que j'en veux arriver? C'est-à-dire, c'est la reconnaissance du fait que qui dit union fiscale, dit union politique, dit une reconstitution d'une légitimité parlementaire au niveau européen et dit que si on va dans une mutualisation de la dette, supposons que l'Allemagne, je le voudrais, acceptera les eurobonds ou lâche la BCE, ça veut dire qu'on décide la question de la paix et de la guerre ensemble. Et si on n'est pas prêt à le faire, parce que la France peut faire des petites intimités avec la Grande-Bretagne, ou a un problème avec l'Allemagne parce que nous on sort du nucléaire, ou parce que vous êtes en Libye et nous on n'est pas, on aura problème. On aura problème parce que c'est tous budget relevant. Parce qu'on ne peut pas concevoir une politique extérieure qui ne soit pas budget relevant. Et quand elle est budget relevant, on ne peut pas faire une monnaie contre une politique extérieure. Donc soit on met ça sur la table, soit on dit oui, on arrivera à faire ça, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de demi-convergence. En fait. On n'est pas être demi-enceinte, voilà. Gilles, j'adapte un tout petit peu ma question à ce qui est votre grande spécialité. Comment les révolutions arabes, leurs impacts, les fantasmes qu'elles génèrent, les craintes ou les espoirs peuvent-elles s'inviter dans le débat électoral français? De diverses manières. J'ai une autre spécialité à laquelle je me suis adonné l'année précédente, c'est ce qui se passe en banlieue. Et il me semble que nos populations dans les banlieues populaires, qui sont en grande partie originaires d'Afrique du Nord et du monde arabe, dans une moindre mesure de la Turquie et de l'Afrique, suivent avec beaucoup de proximité ce qui est en train de se passer au sud de la Méditerranée. Paradoxalement, 10 des députés de l'Assemblée constituante tunisienne ont été élus en France. Il va y avoir des élus français au Maroc, peut-être demain, enfin venant de France au Maroc, peut-être demain en Algérie, etc. Et on est aujourd'hui dans un système finalement où on n'est pas seulement dans l'Union européenne, on est en train de voir des gens qui peuvent être élus dans plusieurs pays à la fois. Enfin, il y a quelque chose qui se passe là, qui fait que la notion de frontière est de plus en plus floue. Deuxième facteur. Si l'Allemagne a été dans l'Union européenne le pays qui a, pour l'essentiel, piloté, de par sa culture, sa tradition, ses orientations, la gestion de 1989 et après, la France, pas seulement elle, mais la France en grande partie, est celle qui a une relation privilégiée, de par sa formation, son tropisme, etc., avec ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Et de ce point de vue-là, tout ce que nous avons autrefois capitalisé, qu'on appelait la politique arabe de la France, la capacité à suivre, à comprendre et à anticiper les phénomènes, me semble aujourd'hui assez profondément affaibli par la faiblesse des politiques publiques en ce domaine, le manque de formation de l'université. Donc j'appelle tous les chefs d'entreprise réunis ici à ouvrir leur carnet de chèques à la sortie pour financer l'université dans cette question difficile. Et je crois qu'on n'est pas au niveau, si vous voulez. On n'est pas au niveau en termes français, on n'est pas au niveau du concept. Alors, qu'est-ce que la gauche et la droite ont à faire là-dedans? En quoi est-ce qu'elles se différencient? Ça n'est pas quand même un mystère, il suffit de lire les journaux, que le financement des campagnes électorales est passé et passe ou passera peut-être encore en grande partie par des transferts financiers venant des pays situés au sud et à l'est de la Méditerranée. Chacun d'entre vous, en ce moment, est en train de se demander ce que je veux dire, et je suis sûr qu'il a déjà en partie trouvé. Donc, on est quand même dans un système de porosité, là, sur lequel il ne faut pas se voiler la face. Alors, que ce soit bien, que ce soit mal, je ne me prononce pas là-dessus, si vous voulez, mais il est tout à fait clair qu'on a un aspect de la politique intérieure française, disons non officielle, qui parfois finit dans les tribunaux, mais qui est ici particulièrement sensible.
Donc, par ailleurs, Thierry, tu as dit tout à l'heure que la politique extérieure n'avait pas d'importance dans les choix électoraux. Globalement, c'est vrai, on peut se rappeler que George Bush, le père qui avait gagné une guerre, lui, au Moyen-Orient, a été battu à plat de couture quand il s'est représenté sur le thème « It's the economy stupid ». Bon, pas forcément seulement ça, c'était aussi d'autres choses. Mais imaginez que la guerre en Libye ait dérapé et qu'on n'ait pas su la gérer, Sarkozy aurait été en situation extrêmement difficile de ce point de vue-là. Je ne sais pas s'il l'est ou pas par ailleurs, mais il s'en est bien tiré. C'est peut-être asymétrique. Les échecs coûtent cher, mais les victoires rapportent rien. On ne sait pas. Enfin, on sait que les échecs coûtent cher. On ne sait pas si les victoires rapportent ou non. Peut-être ça lui a rapporté quand même. Je ne sais pas. On va voir comment ça va évoluer. Mais je ne pense pas que, vu la volatilité de la situation, vu la proximité, si vous voulez, et vu les effets sur nos propres populations originaires de ces régions, on ne peut pas considérer que, d'une certaine manière, vous savez, le monde arabe, c'est la politique étrangère, mais c'est aussi en grande partie de la politique intérieure. Traditionnellement, depuis déjà une vingtaine d'années, au moins le ministre en charge de l'Afrique du Nord, c'est le ministre des Affaires étrangères, mais c'est aussi, ça a été beaucoup et surtout le ministre de l'Intérieur. Bien, merci beaucoup. Frère Samuel nous rejoint pour son avant-dernière intervention et nous enchaînons directement après avec la 5e table ronde de notre journée. Alors, d'abord, ce que j'ai compris, c'est qu'on était c'est l'introduction de Thierry de Montbrial, en pleine mutation, à la fois parce que nous vivions à l'échelle internationale un changement de niveau, moi je dirais quantitatif, hein, c'est que l'économie met les peuples et les populations grandissant en nombre en synergie les unes avec les autres pour le meilleur et pour le pire, et que nous avons affaire avec des interdépendances quantitatives énormes. Deuxièmement, qu'il y avait aussi un changement d'échelle, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à penser à l'échelle du monde, ce qui est évidemment impossible pour personne. On voit bien que vous êtes chacun extrêmement compétent dans votre domaine, mais il faut vous juxtaposer, et à la sortie, on n'a encore qu'une petite vision des choses, puisqu'on n'a pas du tout parlé ni de l'Afrique, très peu de la Russie, voilà, sans parler de zones frontières qui auraient beaucoup... On n'a pas parlé des Balkans, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas... On n'a pas parlé de l'Amérique du Sud. Voilà, et donc c'est pour dire que la complexité est tout simplement impensable. Nous n'avons pas aujourd'hui sur la planète d'experts compétents pour être capables de nous en donner une espèce de vision planétaire qui ne soit pas considérée avec raison comme simpliste. La troisième chose, c'est le changement de nature, c'est-à-dire que, moi je l'analyserai comme ça, l'interdépendance entre les questions économiques, les questions politiques, les questions sociales, les questions religieuses et les questions culturelles n'ont jamais été de ce type-là. Dans les mondes monolithiques des sociétés archaïques et traditionnelles dans lesquelles le pouvoir était essentiellement religieux et il ne faisait que sous-traiter partiellement la dimension politique, la dimension économique et la dimension sociale. Mais que les pouvoirs soient séparés et qu'ils le soient désormais de plus en plus à l'échelle de la planète, pas encore tout à fait partout. On le voit, mais qu'elles soient en état d'interdépendance dont on a du mal à saisir les lois de causalité aussi. On les observe a posteriori. On a beaucoup de mal, en vous écoutant, à en anticiper où sont véritablement les causalités entre la religion, la composante... Je pense au Moyen-Orient, mais je pense aussi à la Chine. En Chine, le lien entre la vision traditionnelle confucéenne, l'injection du communisme, qui est quand même une invention occidentale, le défi capitaliste, enfin, plus exactement, de l'économie de marché dans lequel est entrée la Chine. Comment comprendre ça? Là aussi, ces interdépendances, nous ne sommes pas habitués, nous les cartésiens cloisonnés, à les penser. Et donc je dirais, pour moi, il y a trois choses qui m'interrogent. La première, c'est qu'on voit bien que nous n'allons pas cesser d'avoir Machiavel pour maître, c'est-à-dire de jouer des logiques de pouvoir. Il y a deux manières de les jouer. On les joue essentiellement en vue de l'hégémonie et de l'autoconservation du système économique mondialisé, dont on voit très bien d'ailleurs qu'il n'a pas pour finalité ni le bien des peuples ni le bien des personnes, mais ça on a du mal à se l'avouer. Mais on pourrait aussi se servir des jeux de pouvoir pour que la pression économique joue sur le politique et finisse positivement, et finalement finisse par jouer positivement sur le religieux ou le culturel. Pourquoi pas, hein? C'est une arme, l'argent. Pourquoi ne pas s'en servir pour faire ce qui se passe en Europe? C'est pour des raisons économiques qu'on est peut-être en train d'entrer dans une Europe politique que finalement on n'était pas prêt de vouloir il y a encore 3-4 ans. Voilà. Donc pourquoi ne pas jouer du Machiavel dans le bon sens, en ne rêvant pas qu'on puisse s'en affranchir comme ça? La deuxième question, c'est que ça n'est pas suffisant. Pourquoi? C'est logique de pouvoir. Parce que moi j'entends aussi que
on est en train d'entrer, en tout cas dans le monde européen et occidental, dans une schizophrénie à 3 pôles. C'est-à-dire que d'un côté, on est dans l'obligation de l'efficience et du résultat, à cause de l'économie. De l'autre côté, on est dans ce que j'appellerais une espèce d'anthropologie du confort. C'est-à-dire que ce dont nous rêvons, c'est d'avoir le moins d'ennuis possible, le plus de profit pour chacun, et surtout pour les miens et les autres qu'ils aillent crever. Enfin, on ne le dira pas comme ça, mais poliment. Et puis le troisième pôle, qui est qu'en fait, on est dans une anarchie des représentations quand il s'agit du fond. Aujourd'hui, on est absolument incapable de se mettre d'accord autour d'une table à l'échelle européenne pour dire il y a une valeur au nom duquel on va agir ensemble. Voilà, on n'en a pas, quoi. Avouons-le. On a des résidus de représentation humaniste, mais ça ne suffit pas. Voilà. Et donc, pour moi, la vraie question, elle est sur la question de savoir si nous allons basculer, en raison de tout cela, d'une mutualisation des pouvoirs, qui est quand même le mode de fonctionnement international à l'échelle planétaire que les nations, les peuples ont toujours eu comme manière de coopérer, à ce que j'appelle moi une mutualisation des bienveillances. Autrement dit, ne sommes-nous pas désormais trop proches les uns des autres pour ne pas nous faire énormément de mal si nous ne nous faisons pas du bien? C'est ça la question. Pouvons-nous continuer dans un affrontement des pouvoirs? Ne devons-nous pas basculer dans simplement par stratégie, peut-être après ça par amitié, mais dans une stratégie de protection des fragilités les uns des autres? Moi, je rêverais d'une Europe qui ne soit pas celle de la complémentarité des pouvoirs et des compétences, mais celle de la complémentarité des fragilités et des bienveillances. D'ailleurs, si j'ai bien compris, ça fait partie normalement aussi d'une fécondité heureuse. Merci beaucoup. Merci madame. Merci messieurs. On va changer les chevalets. Voilà. Vous allez pouvoir peut-être continuer les discussions. Ah, oui, pardon, Christophe, j'ai oublié de te donner la parole. Si, viens, excuse-moi. Allez. Pour ne pas te décevoir, j'aurais eu une petite conclusion divergente. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un certain nombre de points communs dans tout ce qui a été dit. C'est que tout ce qui tournait dans la politique étrangère tournait par rapport au commerce, par rapport à la sécurisation des ressources. Finalement, avec tous les risques que l'on a pointés, aussi bien au Moyen-Orient, qu'aussi bien en Russie, avec les partenariats de l'Allemagne, avec le gaz, etc. Finalement, tout ça tournait. Le seul enjeu que j'ai retiré de cette discussion, c'est que finalement, tout le monde essaye de protéger ses ressources. Et je pense que l'énorme attente, et ça d'un certain côté, avec l'œil étranger que c'est d'avoir, je trouve que ça, c'est commun à tous les continents. Et finalement, ça exprime aussi une certaine limite de l'Europe. Et ça ne me surprend pas de la part des Chinois qui n'ont pas de modèle, parce qu'ils auront du mal en tant que je dirais, service communiste de faire la promotion du capitalisme mondial, même s'ils en rêvent. Donc le problème, c'est effectivement, ça tourne autour de ça. Et ce qui est attendu de l'Europe, c'est une dimension autre. C'est une dimension spirituelle. Et spirituelle au sens vraiment noble du terme, c'est-à-dire se donner pas simplement un euro et puis rien du tout, aucune gouvernance, mais vraiment un pouvoir qui puisse exister, qui soit un modèle, qui ne soit pas le modèle américain, qui ne soit pas le modèle chinois, parce qu'il n'existe pas, mais qu'un modèle qui transcende tout cela. Bon, moi je pense que c'était assez clair, il y a une attente énorme, je trouve que pour l'instant il ne répond pas. Dans tout ce qui est bien, c'est que dans toutes sortes de crises, il en sort normalement quelque chose de bien, j'espère qu'il en sortira quelque chose. J'aurais juste cité le général de Gaulle auquel tout le monde fait référence, mais j'ai en souvenir une phrase que je trouve magnifique, qui dit « Le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas ». Et à mon avis, quand vous faites un état de guerre ou autre, spirituel au sens de plus haute dimension. Voilà, c'était ma conclusion. Merci beaucoup, Christophe, et encore 1000 excuses d'avoir été un peu plus vite que la musique. Bien, alors nous voici tout près du terme de nos débats. Je suis sûr que vous les avez trouvés, comme moi, passionnants, et j'espère qu'ils ont atteint la plupart des objectifs que nous nous étions assignés ce matin. Comme vous le savez, nous avons encore un rendez-vous très différent de ceux qui ont jalonné cette journée, une séquence qui s'autorise de s'affranchir du cadre très thématique qui a été le nôtre jusqu'à présent et dont nous assumons délibérément qu'il laisse une large place à l'utopie et peut-être même au rêve. Pour cela, j'appelle à me rejoindre Olivier Ferrand, Cynthia Fleury, Mathieu Laine et Denis Père autour de moi. Dans notre langage codé,